avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir. François Grosdidier, bonsoir. Sénateur LR de la Moselle, membre de la Commission des lois. Jean-Charles Brizard, bonsoir. Président du Centre d'analyse du terrorisme. François-Bernard Huyghe, bonsoir. Directeur de recherche à l'IRIS. Et Éric Delbecq, bonsoir à vous également. Expert en sécurité intérieure, auteur de ce livre, Le bluff sécuritaire. 3 ans après les attentats du 13 novembre, où en est la menace terroriste? J'ai envie de dire, c'est peut-être la principale question que les Français se posent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez y répondre, Jean-Charles Brizard? Alors, oui, on sait que les organisations djihadistes actives en Syrie et en Irak, en particulier Daesh, ont subi des revers militaires territoriaux très importants, qui ont déstructuré, affaibli leur capacité opérationnelle. Néanmoins, on sait aussi que ces organisations avaient largement anticipé cette phase, qu'aujourd'hui on assiste à un déplacement de la capacité opérationnelle vers notamment les territoires lointains de ces organisations, pour parler clair, les filiales qui sont les leurs, qu'il s'agisse de la Libye, du Sahel, l'Afghanistan, les Philippines, et donc on assiste à un mouvement une relocalisation en fait de djihadistes qui étaient initialement partis en Syrie et en Irak, qui maintenant tentent de trouver refuge vers d'autres zones. Donc la capacité opérationnelle, pour revenir à votre question, celle qui consisterait par exemple à frapper Paris, comme ça a été le cas en 2015 ou Bruxelles en 2016, elle est moins probable aujourd'hui, mais elle est toujours possible. On sait déjà que ces filiales à l'étranger, l'Afghanistan, la Libye, filiales de l'EI, ont participé très concrètement à des projets d'attentats, y compris en Europe, donc sans en référer au territoire syrien ou irakien. Ça, c'est la première chose pour le côté extérieur. Donc, contrairement à ce qu'on entend dire et à ce que certains dirigeants, notamment étrangers, disent, l'État islamique n'est pas décimé. Loin s'en faut. Et ça, c'est le front extérieur. Il y a le front intérieur, bien sûr, on le sait, la menace est de plus en plus endogène, diffuse, locale et imprévisible, malheureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà du territoire lui-même, Daesh survit par son idéologie, qui est ancrée malheureusement, sans doute durablement dans notre pays. Il n'y a qu'à voir les chiffres des individus fichés au FSPRT, par exemple, fichiers qui recensent les individus signalés au titre de leur radicalisation à caractère terroriste, plus de 20 000 individus. Et je rappelle souvent ce chiffre aussi, que 60% des individus qui ont frappé en France étaient inconnus de ces fichiers. Ça veut dire que même le FSPRT ne représente pas l'intégralité de la menace aujourd'hui dans notre pays. Je voudrais reprendre les mots de François Molins, qui juste avant de quitter son poste de procureur de Paris a déclaré ceci à nos confrères de France 3. La menace terroriste est un peu moins forte qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Elle a évolué, elle s'est atomisée, elle est beaucoup plus diffuse. Éric Delbecq, c'est vrai qu'on a du mal à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'allais dire qu'en la matière, je crains qu'il n'y ait pas de bonnes nouvelles, mais ce qui est clair, c'est qu'on a toujours l'habitude, dans les démocraties occidentales, de penser qu'il faut choisir entre une menace qui vient de l'extérieur, une menace qui serait sur notre propre territoire, alors que tout est vrai. C'est-à-dire que cette capacité de nuisance, elle est à la fois à l'extérieur de nos frontières, elle est à l'intérieur, et ces modèles sont multiples. Donc il faut ajouter les menaces, ils ne font pas essayer d'en retrancher. Alors non seulement, effectivement, cette capacité opérationnelle à l'extérieur n'est pas totalement éteinte, elle est redoublée chez nous. On parle souvent des revenants, mais ce n'est pas notre seule problématique. On peut fabriquer aujourd'hui, dans ce qu'on appelle, je suis désolé, on reprend toujours cette formule, mais elle est vraie, dans nos territoires perdus de la République, on fabrique ce type de menaces. Donc, moi, j'ai tendance à dire, la menace, enfin, ce que dit d'ailleurs François Molins, la menace, bien évidemment, elle reste importante. En revanche, nos services de sécurité sont extrêmement vigilants. On fait toujours leur procès, mais finalement, ça ne marche pas si mal. Les attentats déjoués, c'est tout à fait réel. Donc on ne peut pas dire que le niveau de menace est augmenté ou baissé. On a un niveau de menace élevé. François Grosdidier, c'est vrai que dans notre quotidien à tous, étant donné qu'il y a un peu moins d'attaques et que ce ne sont plus des tueries de masse telles que celles qu'on a connues le 13 novembre 2015, on aurait tendance à penser que ça y est, on a à peu près réglé le problème, alors qu'en fait non, ça peut potentiellement nous éclater la figure à nouveau et n'importe quand. Bien sûr. D'abord, ce serait fortement se tromper. Vous savez, quand le mur de Berlin s'est écroulé, on s'est dit qu'on allait toucher les dividendes de la paix. On a réduit nos budgets de l'armement, on s'en mord les doigts aujourd'hui. Et puis, j'irais même contre ma famille politique, mais à un moment, on a eu de bons résultats sur la sécurité intérieure. Et quand on a fait l'RGPP, on s'est dit, tiens, on va toucher les dividendes de la sécurité intérieure. Ben, on a eu tout faux là aussi. Je veux dire, la sécurité pour une nation, c'est comme la santé pour un individu. C'est le truc auquel on ne pense plus quand tout va bien. Et puis quand on a le pépin, c'est un peu tard. Il faut vraiment ramer très vite. Donc, cet effort, il faut le maintenir. Cet effort, il faut l'augmenter. Et c'est d'autant plus compliqué qu'effectivement, la menace est absolument polymorphe. Elle vient de partout.
c'est pas que des réseaux organisés. Moi, j'ai vu dans ma propre commune, on a eu qui ont failli verser dans le terrorisme, qui aurait été avant. C'était même pas des religieux dans un territoire perdu parce qu'il y aurait une communauté musulmane organisée. C'était même tout le contraire. C'était soit des délinquants déjà de longue date, un peu abîmés cérébralement par les addictions qui ont basculé, ou alors des ados qui n'avaient jamais eu de problème ni dans la rue ni à l'école et qui sur Internet bien, se sont fait happer complètement, et les parents se sont rendus compte quand le gamin avait piqué la carte de crédit pour prendre un billet d'avion pour la Turquie. Donc c'est très difficile de lutter contre ça. C'est absolument polymorphe, et ça veut dire que l'effort, il faut le maintenir, et absolument dans tous les domaines, et pas dans un au détriment de l'autre. François Bernard-Ruygh, vous partagez cet avis exprimé ce soir par nos 3 autres intervenants. C'est finalement un peu de pessimisme, hein? Oui, enfin, je connais peu de gens qui soient très optimistes et qui pensent que la menace soit dissoute parce que le siège territorial de l'État islamique a été écrasé. Je crois que dans le terrorisme, il y a 2 éléments. Il y a la capacité, entre guillemets, militaire de tuer beaucoup de gens, et jusqu'à présent, elle semble affaiblie pour une raison très simple, c'est que les attentats du 13 novembre supposaient des gens qui étaient capables de se procurer des kalachnikovs, de se cacher, de venir de plusieurs pays, qui avaient derrière eux une base et qui, des mois auparavant, avaient fait leur testament et avaient préparé. Ça a disparu. Parce que l'assise territoriale a disparu, et parce que le contre-terrorisme a aussi fait des progrès, on ne peut pas le nier. En revanche, il y a un autre aspect dans le terrorisme, c'est la capacité de convaincre des gens de mourir. C'est son attractivité symbolique, ces petits jeunes qui... Donc, alors, qu'est-ce que nous voyons en France depuis quelque temps? Je parle de la France, parce que si j'étais en Irak ou en Afghanistan, je n'aurais pas du tout le même jugement, c'est évident. On voit que sporadiquement, il y a des individus, pas tout à fait des loups solitaires, mais enfin des gens qui passent seuls à l'action, qui font des choses de faible ampleur, de faible technicité. Ils prennent un couteau, ils tuent 1 ou 2 personnes s'ils sont entre guillemets chanceux. Ça, apparemment, ça va rester, parce que le ressentiment qui nourrit leur désir de tuer et de mourir est toujours vivant. Et parce que même si la propagande structurée de l'État islamique, ces vidéos extrêmement sophistiquées qu'on voyait sur Internet, même ces revues de 46 pages qu'ils faisaient, a disparu, mais il y a toujours des relais humains, et ils recrutent toujours, sans même parler des revenants vétérans. Je voudrais qu'on écoute à nouveau François Molins. C'était sur France Inter. Pour lui, le gros travail des années à venir, ce sera sur ceux qui sortiront de prison. Écoutez. Oui. C'est un problème qui nécessite et qui entraîne aujourd'hui un travail d'organisation et de réflexion extrêmement serré pour s'assurer que chaque sortant est effectivement pris en compte, soit dans le cadre d'un suivi judiciaire, s'il a des obligations à respecter sur le plan judiciaire, soit par des services de renseignement. L'essentiel étant qu'il n'y ait pas de trous dans les mailles du filet, et que chacun soit effectivement fasse l'objet d'une vigilance et d'un suivi attentif. Mais c'est effectivement l'un des enjeux majeurs des prochaines années. Tout le monde est d'accord avec cela? C'est l'enjeu des années à venir? C'est l'un des... Pardon. Oui. C'est l'un des enjeux, effectivement, beaucoup plus pour moi que les retours. En réalité, les retours, on a beaucoup fantasmé sur les retours. Il n'y a eu aucun retour quasiment. C'est du compte-gouttes, si vous voulez. Il n'y aura pas de retour parce que ces individus qui ont décidé de partir sur zone ont décidé de mourir également. Alors, soit sur zone, soit ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ils tentent... Il y en a certains qui restent bien sûr dans les zones de repli. Puis pour beaucoup, ils sont aussi capturés, détenus par les Kurdes de Syrie ou par les Irakiens. Et leur sort reste encore un peu en suspens. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on aura beaucoup de sortants. Le Centre d'analyse du terrorisme a fait un rapport au début de l'année, il y a quelques mois, sur le traitement judiciaire précisément du terrorisme et du djihadisme. Et on montre bien qu'il y a à peu près 150 individus qui, d'ici la fin 2020, bien que condamnés pour leur participation au djihad en Syrie et en Irak, ou comme soutien, etc., ou comme revenants, auront purgé leur peine. Donc ils vont sortir. En plus de ces 150, il y a aussi 1700 détenus de droit commun qui sont radicalisés. Parmi ces 1700, on sait aussi que plus de 400 d'entre eux seront libérables avant 2020. Et là encore, on n'a pas pris suffisamment les devants, il me semble. Il n'y a pas de dispositif spécifique prévu. On a décidé que l'UCLAT serait chef de file, effectivement,
pour le suivi de ces individus et qu'évidemment ils seront suivis par des services de renseignement, ça ne suffira pas, on le sait. On sait que des individus par le passé, y compris sous contrôle judiciaire, sont passés néanmoins à l'action en France. Donc il faut aller plus loin. Moi je pense qu'une de nos idées c'est de retenir finalement la rétention de sûreté qui est applicable aujourd'hui pour les crimes sexuels, de l'étendre, surveillance et éventuellement rétention de sûreté pour ceux de ces islamistes dont on sait qu'il y a une forte probabilité de récidive. Alors oui, tout à fait d'accord pour les terroristes répertoriés, comme le sont les délinquants sexuels et qui sont intrinsèquement dangereux. Mais le problème, c'est pas seulement ceux qui sortent parce qu'ils sont rentrés terroristes, c'est ceux qui sont rentrés pas terroristes et qui sortent potentiellement terroristes. Parce que j'ai parlé du sous-investissement dans nos armées, dans la sécurité intérieure, mais le pire, c'est la prison. Les premières zones de non-droit en France, c'est pas les quartiers, c'est les prisons. C'est le lieu de recrutement du grand banditisme, c'est le lieu de recrutement du djihadisme, c'est le lieu où la souveraineté nationale et où les lois ne s'appliquent plus, où c'est la loi du plus fort, où les gardiens complètement dépassés nous disent avoir complètement baissé les bras. Donc ce sont des fabriques à terroristes potentiels. Et donc il y a le traitement particulier de ceux qui sont déjà identifiés. Le problème, c'est que la prison de droit commun aujourd'hui est le premier gisement du terrorisme futur. C'est très inquiétant. Et pourtant, il y a des moyens qui sont mis. Dans une interview au Journal du Dimanche ce week-end, Laurent Nunez, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, assure que tout est fait pour lutter contre le terrorisme. En 2019, le budget de la Direction générale de la sécurité intérieure augmentera de 20 millions d'euros. Les effectifs seront renforcés. 1900 des 10 000 nouveaux postes dans les forces de l'ordre seront affectés aux services de renseignement. Il nous dit le risque zéro n'existe pas, mais nous sommes mieux armés aujourd'hui qu'hier face à la menace, juridiquement et budgétairement. C'est faux ? Oui. Non, mais tout dépend du cadre de référence qu'on choisit. Si on revient à des choses très élémentaires, on peut connaître les uns les autres, prendre en compte un individu, traiter un objectif, ça veut dire que vous avez entre 15 et 30 personnes qui vont se focaliser sur un individu. Je vous laisse faire des petites multiplications de base, sachant que nous sommes tous à peu près d'accord pour dire qu'il y a 20 000, on peut se battre sur les chiffres, mais en gros qu'il y a 20 000 radicalisés, en tout cas cause pour ceux déjà que l'on connaît. Vous imaginez les effectifs qu'il nous faudrait, ce ne seraient plus les effectifs d'une démocratie, d'un état de droit, ce seraient les effectifs de police, de régime totalitaire, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Donc on ne peut pas lutter, on ne sera jamais armé. Non mais enfin, la question c'est qu'il faut raisonner autrement. C'est-à-dire que moi je suis d'accord avec François Molins, c'est vrai que c'est un cas particulier, les gens qui vont sortir de prison, c'est tout à fait juste. Mais en effet, tous les décideurs, les responsables politiques, les élus, les spécialistes du monde de la sécurité et du renseignement savent très bien que quelqu'un peut se radicaliser. Alors je suis assez modéré moi sur la radicalisation express parce que souvent, et les études notamment issues du Canada, du Québec, nous montrent que la radicalisation totalement express sur Internet, c'est quand même epsilonès. C'est un parcours c'est un parcours de radicalisation dans lequel il peut y avoir Internet, la prison, la sociabilité, l'endroit où l'on vit, etc. Notre problème est là, c'est-à-dire qu'un terroriste peut surgir d'un endroit qu'on n'avait absolument pas prévu, peut ne pas être fiché S, peut être dans un milieu radicalisé, donc on se focalise uniquement sur les gens que l'on connaît. Globalement, nos services de renseignement fonctionnent à plein régime, ça se passe plutôt bien, je ne crois pas du tout à cette idée de la faille des services de renseignement et de sécurité, c'est quand même souvent assez instrumentalisé, donc notre question c'est comment on va traiter, j'allais dire, le territoire, ce que dit François Bernard, idéologique, sociétal, culturel. En gros, je vais dire les choses clairement, tant qu'on a des milieux totalement salafisés qui seront une usine à fabriquer des djihadistes, on aura un problème. Je ne crois pas du tout, moi, à la partition entre un salafiste quiétiste et un salafiste djihadiste. En fait, ça voudrait dire que quand quelqu'un dit « il faut brûler les homosexuels, il faut taper son épouse », un tel qui n'est pas musulman, etc., etc., etc. Ce type est, peu importe d'ailleurs la personne qui le dit, est modéré parce qu'il est quiétiste et qu'a priori il ne veut pas aller sur le domaine politique. Vous avouerez que c'est un peu spécieux comme raisonnement. Donc notre vraie question dans les 10, 20, 30 ans qui traitent, c'est comment on va traiter cette menace-là. Et là, enfin moi, à titre personnel, j'ai un avis qui est très tranché. Soit on mobilise les ressources du code pénal pour frapper ce type de comportement autant qu'il est nécessaire, soit on n'assèchera jamais, en tout cas sur la menace domestique, le terreau, sans mauvais jeu de mots, qui produit les terroristes. François Bernard, oui. Oui, effectivement, le problème est celui de la transmission idéologique.
Transmission d'ailleurs, parce que maintenant on commence à entrer dans la 3e génération, dont certaines se sont recrutées en prison. Donc on est dans la transmission, on est dans une situation où c'est une culture du terrorisme qui passe notamment par la prison, mais également à travers ce terreau de la formation des jeunes générations. Et ça se passe. Maintenant, on est passé du stade où les moyens de propagande de masse sont beaucoup moins accessibles, grâce notamment à Google qui a changé ses algorithmes, beaucoup plus que grâce aux États et au gouvernement, mais où ça se fait de génération en génération et dans un mini-milieu. Effectivement, comme c'est un phénomène collectif, si on ne peut pas aller couper ce lien social et culturel. Alors, comment est-ce qu'on fait Comment on reconquiert les quartiers et les âmes? Ça, je n'ai pas la recette, mais c'est certainement là qu'est la base du problème. Alors, 3 ans après, des questions se posent effectivement en matière de prévention. En juillet dernier, après 2 mois de travail et 32 auditions, une commission d'enquête du Sénat avait fait 10 propositions très concrètes. Parmi ces propositions, il y avait celle-là: faire des maires des acteurs à part entière du renseignement, notamment leur donnant accès à la liste d'individus inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste présents dans leur commune. Eh bien, aujourd'hui, Christophe Castaner a accédé à cette demande. Il a signé une circulaire tout à l'heure et je vais vous faire réagir après l'avoir écouté. Je signerai tout à l'heure, en sortant de votre studio, une circulaire adressée à tous les préfets de France pour organiser la meilleure information des maires. Jusqu'à présent, le maire pouvait signaler. Il n'avait aucun retour. Je souhaite que, systématiquement, quand un maire donnera une information, il puisse avoir un retour précis sur son information et sur le suivi, la prise en compte de son information. Que le préfet puisse lui donner des informations précises. Oui, vous m'avez parlé de telle famille, il y a effectivement tel problème. Tel problème, c'est-à-dire tel fichier S dans cette famille, tel fichier FSPRT dans cette famille? Oui, qu'on joue la transparence totale. François Grosdidier, qu'est-ce que vous vous dites? Enfin, ça y est, on nous a écoutés? Oui. Je vais dire enfin, et en même temps, c'est le minimum. Ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire on donne une info, on sait ce qu'ils en ont fait. On veut recruter dans un emploi très sensible quelqu'un, on doit quand même savoir s'il est fiché comme il s'habille. C'est vraiment le minimum. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? Je ne pense pas. En tout cas, pas en l'écrivant. C'est-à-dire que je vois comment on a lutté contre la délinquance de droit commun le plus efficacement dans les communes qui étaient des zones de non-droit. C'est à travers un truc un peu argon techno, le GLTD, groupes locaux de traitement de la délinquance. C'est sous la présidence du procureur. Et puis l'État, la commune, police municipale, police nationale ou gendarmerie, parfois éducation nationale, échangent des informations dans une confidentialité absolument respectée. Si on l'écrivait, je ne suis même pas certain que ça passe au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État. Mais c'est ce qui fonctionne. Donc c'est la communication, et parfois pas qu'en réunion, en temps réel, entre gens responsables, imposés par la nécessité qui fait que ça fonctionne, et ça peut être très différent selon les communes. Il y a des communes où les maires sont rompus à ces problèmes, d'autres où le maire parle en permanence avec tous les voisins et où l'info connue dans la ville va l'être immédiatement au marché le lendemain. Donc c'est... Il ne faut pas forcément tout écrire, il faut les bonnes pratiques, il faut que ce soit l'État qui a la maîtrise, mais qui n'hésite pas à informer, à mettre dans le coup les maires, qui sont, je le rappelle aussi, des représentants de l'État, officiers d'état civil, officiers de police judiciaire, et toutes ces infos doivent éventuellement être communiquées sous contrôle de l'autorité judiciaire. Ça va faire des bavures, à mon avis. La logique qui sous-tend tout ça, c'est quoi? C'est comment, concrètement, on peut mieux associer des acteurs locaux à un phénomène quand même qui est un phénomène national et surtout local. On a fait un rapport là aussi qui dit que l'essentiel de la menace terroriste, des attentats, ils ont frappé en province, contrairement à ce qu'on ne dit pas à Paris. Donc la réalité, c'est que le terrorisme s'exprime localement. Le niveau, l'échelon le plus pertinent pour justement capter cette radicalisation, des basculements, éventuellement prévenir des passages à l'acte, évidemment que c'est l'échelon local. Moi, je plaide pour ça depuis très longtemps, avec des maires, dont le maire de Nice, le maire de Toulouse et bien d'autres encore. C'est logique. Et j'ai lu la circulaire, effectivement, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est le principe, c'est que le maire a vocation à être informé de la menace terroriste pesant
sur le territoire de sa commune, c'est quand même le minimum, on est d'accord, normalement. Et deuxièmement, c'est effectivement permettre un échange d'informations confidentielles, sous condition, et avec le double accord à la fois du service émetteur, d'une fiche S ou d'une inscription, un signalement au FSPRT, et deuxièmement, l'accord du procureur. Mais je crois encore une fois que fondamentalement, ça répond à quelle problématique? On en parlait tout à l'heure, la problématique budgétaire. L'État ne peut pas tout dans ce domaine. On est face à un phénomène de masse. Le phénomène de réalisation est un phénomène de masse. Il faut y inclure le plus de partenaires possible. J'étais tout à l'heure, il y a quelques heures, à la présentation d'un guide pratique pour les enseignants, pour prévenir les phénomènes de radicalisation. Un guide pratique qui répond à des questions toutes simples. Et aussi les enseignants. Que peuvent se poser les enseignants. Mais il faut bien sûr inclure les enseignants, il faut inclure les associations, le secteur sanitaire, sportif, etc. Vous avez parlé de bavure, François-Bernard Huyck. Vous craignez des bavures? Oui, alors, ce que je veux dire, qu'un maire ait la capacité de ne pas donner un poste sensible à quelqu'un qui est sur le fichier de signalement, ça paraît du bon sens. Non, les bavures que je crains, mais franchement, il faudrait voir comment cette mesure est appliquée. C'est une perte de confidentialité, et donc on va avoir des gens qui vont des administrés qui potentiellement se victimiser, qui vont solidariser autour d'eux. Je ne vois pas très bien comment l'information remontera de plusieurs milliers de maires jusqu'aux services compétents, sans qu'il y ait des rumeurs, des faux positifs, etc. Mais si c'est bien fait, mon Dieu, pourquoi pas. On sait le numéro vert, il n'y en a pas eu beaucoup de... Non, mais l'info montante, doit se faire sans limite. L'info descendante se fait aux conditions que j'ai décrites, avec toute la sécurité. Le diable est toujours dans les détails. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à peu près tous d'accord pour dire, pour plein de raisons, budgétaires, sociétales, enfin, on pourra que l'avenir, comme l'ont dit Jean-Michel Fauvergue et Alice Taureau dans leur rapport sur le continuum de sécurité, il est à la dispersion de la vigilance ou à la coopération. Il y a des acteurs publics, il y a des acteurs locaux et des collectivités territoriales, il y a la sécurité privée, il y a les gens qui s'occupent de sûreté dans les entreprises, et tous ces gens-là doivent absolument coopérer et le faire de manière organisée. Moi, ce qui est toujours mon problème, parce que je l'ai vécu de manière opérationnelle, c'est qu'il faut que les gens et la culture juridique, la culture professionnelle, les connaissances élémentaires de sécurité qui leur permettent d'apprécier précisément ce qu'ils vont faire. Par exemple très concret, dans certaines conditions, un domaine que je connais un peu, la disposition d'une arme peut être utile. Mais si vous n'avez jamais été formé à comment vous servir d'une arme, on en a beaucoup parlé avec les gardes privés de sécurité, ça va être un drame. Bon. Je demande à voir, je n'en sais rien, je ne sais pas, je pose la question. Il n'est pas évident que tous les élus aient toutes les connaissances indispensables, non pas parce qu'ils en seraient incapables, mais il faut être formé tout simplement, à apprécier ce que c'est que ce type d'information. Moi, je me rends compte tous les jours que fichier S, c'est pas quelque chose que la plupart des gens maîtrisent. Dans les fichiers S, il n'y a pas... Y compris ceux qui en parlent. Voilà. Il n'y a pas que des gens... rien à voir avec le djihadisme. Mais oui, il n'y a pas que des gens suspectés d'être des djihadistes. Vous allez pouvoir, parce que c'est un sujet qui nous intéresse aussi par ailleurs, des gens qui vont appartenir à des black blocs, des mouvements qui peuvent être d'extrême droite. Vous voulez dire donc qu'il y a un risque quand même? Je ne dis pas qu'il y a un risque en soi, je dis qu'il faut juste qu'on s'assure que les gens qui vont disposer de ces informations sachent ce qu'elles veulent dire, et notamment aussi qu'une fiche S ne veut pas dire qu'on est coupable. Ça veut dire que les services compétents estiment qu'il faut être vigilant, qu'il faut travailler sur cet objectif, qui peut être en relation avec des gens qui eux-mêmes sont suspects, mais en tout état de cause, et les services de renseignement le précisent eux-mêmes le plus souvent possible, c'est un outil à disposition des services compétents pour travailler. Ça n'est pas un dossier pénal, ça n'est pas une condamnation, ça ne veut pas dire que cette personne est coupable, il faut que les élus... Oui, mais on sait que c'est compliqué dans la réalité, on sait que c'est compliqué quand ça devient concret. Il y a ces rumeurs, il y a ces chasses aux sorcières, Jean-Charles Brizard. Non, mais je crois qu'encore une fois, la logique qui sous-tend tout ça, c'est comment est-ce qu'on essaye de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Depuis 30 ans, plus de 30 ans en France, les lois de 86, les deux piliers de ces lois, c'est quoi? Centralisation et spécialisation. Aujourd'hui, alors ça fonctionnait très bien par rapport à du terrorisme d'État qu'on a vécu dans les années 80-90. Ça a fonctionné par rapport à une logique de terrorisme de groupe. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est une évidence, on est face à un phénomène de terrorisme diffus. Des individus sans profil type
qui, sans mode opératoire, les modes opératoires sont improvisés, les armes sont rudimentaires, etc. Voilà ce à quoi on doit faire face. Je crois qu'il faut revoir ce modèle, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut associer d'autres acteurs. Encore une fois, moi, les plus pertinents me semblent être le niveau local, parce qu'on a des services, et ils sont multiples, ce maillage territorial municipal, qui est au contact quotidien. Et de plusieurs manières, avec des individus qui potentiellement peuvent être radicalisés ou dangereux. Et ce sont des sources d'informations majeures. Il y a des capteurs qui existent localement que n'aura jamais la DGSI. Mais ce sont les maires qui les ont. Dès lors que la menace est... Désolée. Merci infiniment. En tout cas, on a bien compris que les maires étaient des maillons importants de cette chaîne du renseignement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.